вечер, здравствуйте. Bonjour à toutes et à tous. Мы начинаем нашу новую конференцию, и, как обычно, я бы хотел начать с того, чтобы обратиться к нашим франкоязычным зрителям и слушателям. Tout d'abord, je voudrais m'adresser à nos spectateurs francophones qui nous suivent en ligne. Просто для того, чтобы напомнить, что у нас, как обычно, предусмотрена функция синхронного перевода. Ну и вообще мы сегодня работаем в гибриде. Juste pour rappeler que nous avons prévu, comme toujours, donc, la fonction de traduction simultanée. Et comme d'habitude, nous travaillons en version hybride, donc en présentiel et en ligne. Nous avons beaucoup de gens qui se sont réunis, assez beaucoup de gens qui se sont réunis aujourd'hui dans notre très belle salle. Et en même temps, je sais qu'il y a pas mal de monde de l'autre côté de l'écran qui nous suivent avec grand intérêt. J'espère bien que tous qui sont là, donc derrière l'écran, entre guillemets, ils ont pu déjà trouver le bouton pour passer à la langue qui leur corresponde. Donc, ils vont nous suivre soit en russe, soit en français. Et ici, nous sommes tous munis par des casques et on peut commencer et parler russe. Я перехожу на русский язык. И с большим удовольствием хочу сказать буквально несколько слов о нашем сегодняшнем госте. Должен вам сказать, что мы с этим человеком познакомились уже достаточно давно, и я очень рад этому знакомству, потому что оно состоялось в самом сердце, в самом центре Франции, в городке Dans le cœur de la France, dans la ville Gergeles-Dampierre. Это действительно удивительный, замечательный творческий коллектив, молодежный, Gergeles-Dampierre. Connaissance et même une équipe Gergeles-Dampierre, à Gergeles-Dampierre, et c'est un Texier qui gère cette équipe et en plus elle gère l'association pour Congo. Elle fait tous les efforts afin que les enfants adoptés en Russie n'oublient pas leurs racines et en France, ils pourront rester avec leurs racines russes. Donc aujourd'hui, c'est Yuri Vagin qui est notre invité d'honneur. Et aujourd'hui, on parle de lui, on parle de Yuri. C'est la personne qui est un chercheur reconnu, qui est un psychologue, clinicien, candidat en sciences médicales, auteur de plusieurs livres. L'un d'entre eux est paru tout récemment, en 2021. Le titre, c'est « Docteur, pourquoi Harry Potter ?» Donc, je pense que nous allons y revenir pour présenter le livre, mais d'une façon ou d'une autre, je vous recommande vraiment cette personne. Je pense que depuis la Russie et la France, plusieurs personnes nous suivent, dont plusieurs qui ont lu ces livres et qui ont vraiment entendu cette rencontre. Donc, sans faire traîner, je repose cette question au docteur. Alors, docteur, pourquoi Harry Potter? À vous la parole. Et voilà. Là, avec le micro, c'est mieux. Est-ce que la qualité du son est bon? Super, parfait. Bonsoir. Bonsoir à tous, cher Constantin. Merci beaucoup, chers invités, chers écouteurs qui sont avec nous ce soir. Moi-même et Constantin, nous avons vu qu'il y a eu un très grand nombre de ceux qui nous suivent sur Zoom. Ma chère épouse, que Constantin a bien désignée en tant que mon assistante, mais pas qu'assistante. En fait, c'est ma partenaire. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ma vie. Sans elle, ne serait jamais passé. Donc, elle m'aide beaucoup. On a eu un petit retard. On est désolé. Mais je peux dire en tant que psychothérapeute, médecin, je suis dans le métier depuis plus de 33 ans. Et vous savez, il y a un grand classique moderne de la psychanalyse, Gehel. C'est un vieux monsieur. Et donc, un jour, quand il est venu en Russie, on lui a posé la question, « Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ?» Il a réfléchi un petit peu. Il a dit, « Ce que j'aime, c'est que
10 minutes de séance sont passées et le client n'est toujours pas venu. Ouais, moi aussi, quand 10 minutes de la conférence sont déjà écoulées et la conférence n'a pas encore commencé, j'aime beaucoup. Ça m'a permis de me préparer encore un peu mieux. J'espère que la traduction marche. Tout va bien. Super. Alors, comme j'ai dit, déjà, je suis médecin, psychothérapeute, psychologue clinicien. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler et aussi écouter vos questions, bien sûr, auxquelles j'aurai le plaisir de répondre. Alors, pourquoi le 5e livre? Alors, je les ai ramenés tous. C'est toute une série, en fait, de livres publiés par l'édition, l'une des principales éditions russes, AST. Je leur passe bonjour parce que je suis sûre qu'ils nous écoutent. C'est donc mon 5e livre. J'ai toujours pensé que mon livre principal serait le 3e parce que le premier, c'était sur le bonheur, le 2e, c'était sur le stress, le 3e portait sur les relations. Alors avec Olga, nous y ont contribué les deux. Donc, je pensais que ça serait le livre le principal dans ma vie, mais finalement, c'est le 5e, Docteur, pourquoi Harry Potter? En fait, il peut bien faire concurrence au 3e livre par sa place dans ma vie, par son importance. Et donc, aujourd'hui, je voudrais vous expliquer pourquoi. Parce que par ce travail, en fait, j'y prends le plaisir, pas seulement comme lecteur, pas seulement quelqu'un qui aime beaucoup, qui apprécie beaucoup le talent artistique de Joanne Rowling. Après, c'est une question de goût, on peut aimer ou pas aimer, mais c'est une œuvre qui me plaît en tant que psychologue et psychothérapeute. Je l'aime beaucoup parce que c'est un livre qui m'aide vraiment à traiter les gens, à les soigner, parce que Joanne Rowling, dans son œuvre, ils sont pas simples, ils sont toujours complexes. Vous avez vu peut-être le titre de notre conférence, c'est la psychologie des profondeurs. Donc, pas seulement la psychologie quelconque, juste des relations quelconques. Vous savez, l'un des chapitres du 5e livre porte sur l'amitié et l'amour. Et en fait, effectivement, ce saga montre très bien les relations entre les adolescents, entre les adultes. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler d'autre chose, de la psychologie profonde, de la psychologie des profondeurs, à savoir des choses vraiment difficiles qui font l'objet d'études des experts, des spécialistes de la psychothérapie. Vous pouvez me poser la question. En fait, 2 questions. Pourquoi Harry Potter et quel est le rapport entre Harry Potter et la psychologie des profondeurs? Joanne Rowling, elle n'est pas psychologue ni psychothérapeute de profession. Alors, quel rapport pourrait-elle avoir à la psychologie des profondeurs? Donc, ça sera notre sujet. Je vais essayer de le mettre au clair. Alors, aujourd'hui, ce livre célèbre plus de 20 ans et que la bibliothèque que moi j'ai compte plus de 100 éditions. Je pense que le seul concurrent serait le livre numéro 1 de la psychologie qui nous a aidé à traiter des dizaines de milliers de personnes que nous conseillons à tout le monde comme une sorte de livre, de manuel de traitement, même dans les cas les plus sévères comme schizophrénie. Je ne sais pas si vous pouvez deviner de quoi je parle. Quel est le livre qui a un effet psychothérapeutique le plus efficace? Non. Alors, Winnie Pooh, Alan Milne. Oui, exactement. Le livre sur Winnie Pooh, Winnie the Pooh. Alors, pourquoi? Parce que ce livre, en fait, fait une sorte de liste des types de personnes, des types de conflits auxquels la plupart des gens sont confrontés au long de leur vie. Et ce livre, en fait, donne des descriptions très, très précises de toutes sortes d'interactions. Winnie l'ourson.
Je vais quand même détailler un peu pour vous expliquer pourquoi. Ne prenons qu'un épisode. Quand Vinny, l'ourson, avec le petit cochon, vient chez le lièvre. Et alors, le lapin, il est chez lui, il est très confortable. En fait, il est très bien tout seul, mais comme étant très poli, il ne peut pas juste se taire. Il répond, personne n'est là, personne n'est à la maison. Vinny, l'ourson, il est quand même persistant. Il commence le dialogue. S'il y a quelqu'un qui me répond qu'il n'y a personne à la maison, ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un. Alors, c'est un livre tellement sage, mais sage de manière accessible. En même temps, c'est un livre qui ne cible pas que les enfants. Et c'est aussi vrai par rapport à l'œuvre de Joanne Rowling. Déjà, beaucoup de parents, je pense, sont très reconnaissants à Madame Rowling parce que les enfants ont recommencé à lire. Quelques ans après l'apparition de Harry Potter, il y a eu une nouvelle édition avec une très belle couverture, mais où on ne voyait pas le titre pour que justement les adultes puissent le lire dans le métro sans avoir honte. Tom Morris, un philosophe très célèbre, moderne, très reconnu. Alors, il disait que notre vie nous est donnée pas pour la gaspiller pour des futilités. Et donc, Tom Morris, en tant que philosophe moderne, en fait, il a dit ses propos pas au moment où on lui a proposé de lire le livre sur Harry Potter, mais en fait, il a avoué que même avant la sortie du dernier livre, il a lu plus de 6 fois les 6 livres précédents. Quand j'ai vu que les professeurs de philosophie dans mon université lisent ce livre pour enfants, d'abord j'étais surpris. Mais quand j'ai commencé à le lire moi-même, je me suis rendu compte que effectivement ce livre était une véritable puits de sagesse. Sur une page, on en trouve plus que dans plusieurs œuvres philosophiques. Et en fait, oui, je rejoins Tom Morris qui a dit ça. Tom Morris, normalement, c'est quelqu'un qui lit Kierkegaard, Aristote, Sartre. C'est quelqu'un qui professionnellement est dans la philosophie. Alors, cette même personne qui a écrit un prologue pour l'un des livres, en fait, aujourd'hui, vous savez, il y a plusieurs ouvrages, des dizaines, des milliers de personnes qui portent sur la philosophie et Harry Potter. Là, par exemple, Harry Potter et le droit, c'est quelque chose, oui, un livre que j'ai acheté en France il y a quelques ans. Le droit, la justice dans le saga Harry Potter. Il y a 3 ans, un autre livre aussi, j'ai acheté à Paris, une édition spéciale, Harry Potter et l'école des philosophes. Le premier article de cette revue, donc l'auteur, le philosophe, dit que Joanne Rowling, notamment dans son saga, évoque la question sérieuse qui en fait préoccupe les personnes depuis des milliers d'années. Est-ce que la personne qui a des pouvoirs illimités est capable de ne pas les utiliser à son intérêt pour faire du mal? Alors, Platon disait que non. Donc, il pensait que si l'on donne à quelqu'un une puissance absolue, une connaissance absolue, il ne sera pas à même de les gérer et à un moment ou à un autre, il va les instrumentaliser. Il va en abuser. Joanne Rowling n'est pas d'accord. C'est ce qu'il essaie de démontrer tout au long de ses livres. Et elle le fait de manière très naturelle. Si vous avez lu le saga ou si vous avez vu les films, et d'ailleurs, cette année, on a fait une enquête dans plusieurs pays. Quel est le film de Noël préféré? Alors, vous pouvez anticiper déjà. La première place, c'était Harry Potter et la pierre philosophique. Bon, ce film, directement, on n'a rien à voir avec Noël, mais il est tellement positif, il est plein de bonheur, plein de joie que, voilà.
Elle a pris la première place dans ce classement. Harry Potter, qui a ce voile magique, alors l'a-t-il utilisé au moins une fois pour se faufiler dans la chambre des filles pour jeter un coup d'œil? Non, il ne l'a jamais fait. Puis il avait une baguette magique aussi, la plus puissante au monde. Il avait cette bière magique, pierre de résurrection. Je ne sais plus quelle était la traduction russe. Bon, une pierre de résurrection qui pouvait donc rendre la personne immortelle. Mais Harry Potter n'a jamais utilisé aucun de ces artefacts. Donc oui, je serais plutôt d'accord avec Joanne Rowling. Mon expérience me dit la même chose. Dans ma vie, j'ai pu travailler avec des personnes très différentes, dont plusieurs avaient des possibilités, disons, financières très grandes ou des puissances, des capacités politiques ou sociales. Et cependant, ces connaissances, ces finances, cette force, il les a utilisées pas pour croître ses avoirs, mais pour aider les autres. Je connais des personnes comme ça personnellement. Et c'est magnifique. Et donc, ce livre porte notamment sur ces questions-là. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous dire sur le lien entre Joanne Rowling et la psychologie des profondeurs? Alors, premièrement, pourquoi quelqu'un qui professionnellement n'est pas psychologue ou psychothérapeute, qui n'a pas de formation dans la médecine ou dans la psychologie, parce qu'elle est en fait philologue, professeure de la littérature française. Alors, comment a-t-elle pu voir de manière géniale, voir et décrire de manière tout à fait géniale dans le comportement des gens tous ces détails pour que ça soit accessible, pour que ça fasse un certain écho aux adolescents, aux adultes qui lisent ces livres. Bon, c'est un sujet, en fait, le sujet du génie, de la créativité est un sujet à part. Vous savez que les psychologues s'y intéressent beaucoup. Quelles devraient être les qualités de la personne pour qu'il devienne un génie? Je pense que vous avez entendu parler de telles études. Quelqu'un pense que c'est quelque chose d'inné ou quelque chose d'acquis. D'autres pensent que si sur une île, on met 100 génies, alors ça serait l'enfer sur Terre. Alors, on n'a pas besoin d'un tel nombre de génies. Et dès qu'il y a un génie qui naît sur 100 ans, ça suffit. Alors, je pense que Joanne Rowling, du point de vue psychologique, est justement une génie. Dans la psychologie de l'intelligence, il y a deux notions. L'énergie, ça veut dire la capacité de travailler de manière obstinée sur une telle ou telle tâche. Et Joanne Rowling, elle a cette capacité. Si vous connaissez un peu l'histoire de la création de cette œuvre, vous savez que les conditions n'étaient pas très favorables. Elle venait de vivre un divorce. Elle avait un petit enfant sur ses bras. Il était à Édimbourg. Bon, la légende veut qu'elle était dans le café Elephant. Et donc, elle a écrit la première partie de Harry Potter, son bébé dans les bras dans ce café, parce que chez elle, à la maison, il faisait trop froid. Une fois, dans une interview, elle a dit, bon, peut-être je donne l'impression de quelqu'un pas trop intelligente, mais quand même, aller en hiver à Edinburgh avec un petit bébé, louer un appartement sans chauffement, non. Mais la véritable raison que non, dehors, le bébé dormait mieux et donc ça lui donnait du temps pour travailler. Donc ça, c'est son tempérament, son caractère. Ça, c'est quelque chose de génétique. Et puis aussi, vous savez, le caractère, ça forge dans les difficultés de la vie. Et puis le deuxième facteur, c'est la capacité de notre système nerveux central, une certaine, disons, c'est la nature de cellulaire. Vous savez, c'est le nombre de points, en fait, que vous voyez sur l'écran.
Vous savez, c'est pas le nombre des points qui en fait, qui importe, parce que s'il y en a moins, s'il y en a plus, vous allez quand même me reconnaître. Bon, s'il en reste 10, peut-être non. Mais c'est le détail, c'est le caractère nuancé que seul l'être humain peut voir, chez qui, justement, ce filtre est très fin. Je peux vous donner un autre exemple, comment les psychologues donc, identifient cette finesse de la pensée. Nous proposons à nos clients d'identifier des petites nuances fines, fluides. Par exemple, on prend une lampe, une torche en soleil et une bougie. Alors, on lui propose de dire qu'est-ce qui ne va pas, n'entre pas dans le groupe. Il y a certains qui disent le soleil parce que c'est une source naturelle de la lumière. Les autres sont artificiels. Si on demande la personne c'est quoi la différence entre l'avion et l'oiseau, vous allez dire l'avion c'est artificiel, l'oiseau c'est quelque chose de vivant. Vous le sentez. Joan Rowling, elle est encore plus forte dans tout cela, mais il y a des gens qui ne le voient pas et ils vont vous énumérer que voilà, l'oiseau il est petit, l'avion il est grand. Voilà. Ouais. Ça, c'est une toute petite catégorie inanimé, vivant, non vivant. Ce n'est pas visible. Mais là, cette catégorie de personnes, elle voit quand même de toutes petites nuances. Et pour y deviner, elle réussit quand même à les capter de suite. Pour les psychologues de profondeur, je crois que ce n'est pas un secret pour vous. Beaucoup d'œuvres littéraires, l'œuvre de fiction, en effet, sont un dispositif de compréhension, de relation entre les personnes lorsqu'on utilise la génie d'un poète, d'un réalisateur, afin de l'utiliser en tant que microscope, par exemple un télescope. Si on l'utilise en tant que télescope, c'est pour voir quelque chose tout minuscule. Pour télescope, c'est comme si on regarde les étoiles. Peut-être on aurait pu voir ça nous-mêmes par nos propres yeux, mais il quand même nous prendrait vraiment beaucoup de temps. Je souhaiterais vous raconter aujourd'hui deux questions fondamentales dont Joan Rowling parle dans ses œuvres. Donc, le premier porte sur l'analyse psychologique et le deuxième élément, c'est l'approche de Jung. Cette approche, en effet, il n'est plus sur l'avant-scène, mais maintenant, elle est plutôt remplacée par le comportement cognitif. Mais quand même, pendant 100 ans, cette approche était vraiment significative, qui a énormément contribué à notre science. Freud s'est beaucoup trompé. Moi, je sais très bien, mais quand même, ces erreurs, ce sont de bonnes erreurs. Maintenant, on le reproche de toutes ces fautes et ces erreurs, mais moi, je vous assure que ce sont vraiment de bonnes fautes, de bonnes erreurs, comme chez Colomb, qui considérait l'Amérique l'Inde. Oui, il s'est trompé, mais quand même, il a exploré quelque chose, il a découvert. La même chose avec Freud. Malgré le fait qu'il interprétait des choses de manière pas trop correcte, quand même, elle a réussi à faire des découvertes importantes. Et lorsqu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui est le nœud des approches de Freud qui existaient à partir de 1895, donc ça fait 125 ans. C'est donc son œuvre, son travail, son ouvrage sur l'analyse psychologique. On croit que le cœur, le nœud de l'analyse psychologique, c'est le processus de refoulement. Lorsque notre psychique intérieur, il prend des décisions pour nous. Qu'est-ce qu'il faut, comment et qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il faut dire en refoulant de notre conscience des choses peu agréables pour nous. Juste un exemple banal.
par exemple, quelqu'un de personnes que vous connaissez vous demande d'apporter telle ou telle chose et vous ne voulez pas trop l'apporter et là, votre psychique intérieur vous aide. Et qu'est-ce que vous dites? Et vous dites, oh, j'ai oublié. Et en fait, vous dites pas un mensonge dans ce cas-là. C'est juste votre psychique intérieur qui l'a refoulé. Là, je suis en train de travailler sur un grand article assez volumineux. Ça fait 20 ans écoulés à partir de cet épisode. Bien évidemment, je peux raconter des cas de ma pratique, mais quand même, je les modifie malgré le fait que ce soit récent ou pas. Donc, moi, je peux comparer des choses comme dans l'œuvre Harry Potter ou dans mes cas pratiques. Donc, on commence par la vie. Donc, on commence par mes cas pratiques. Il y a à peu près 20 ans, une femme qui était sur le point d'être virée de son organisation et je ne vais pas parler dans quel type d'organisation, de structure elle travaillait, mais elle devait quand même porter la forme, notamment la blouse spéciale. Et en effet, les hommes quand même ont porté plainte. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, elle a cessé de mettre quelque chose sous sa blouse, sous sa blouse de travail. Et les hommes l'ont tout de suite remarqué. Les hommes, en fait, bien évidemment, ils ont montré leur comportement envers cette femme, qu'elle ne l'a pas permis. Et puis, son chef lui a demandé des questions, mais elle a tout de suite compris, elle a compris que ce qu'elle faisait, c'était quelque chose qui n'était pas bien dedans, mais elle ne savait pas quoi. Et elle a demandé mon aide. Et du coup, elle a parlé d'une histoire. Elle a eu une dispute avec l'un de ses proches. Elle est revenue chez elle. Et puis, elle se retrouvait dans tel ou tel endroit juste le lendemain. Et elle a oublié ce qui s'est passé pendant presque 24 heures. Et elle n'a aucune notion de ce qui s'est passé pendant ces 24 heures. Tout le monde était choqué, donc j'ai essayé quand même de trouver ce qui s'est passé réellement, mais elle a quand même rappelé juste un seul moment bien important dans sa vie. Et ce point important, c'est qu'une fois, elle a vu un jeune homme juste dans la rue comme ça, et elle a senti l'excitation sexuelle inattendue pour elle. Puis, elle a commencé à pleurer. Elle avait des larmes aux yeux et puis elle a dit « Ah oui, ça y est, je l'ai trouvé ». Et puis, elle a commencé à parler de ce jour-là. Et puis, c'était le jour où elle s'est promenée dans la rue et juste après, 3 gars, ils l'ont pris, ils l'ont mis juste dans une voiture, l'ont emmené quelque part. Et puis, vous devinez ce qui s'est passé avec ces 3 hommes. Et puis, le lendemain, ils l'ont fait revenir au même endroit. Et donc, ce qui s'est passé, c'est son psychisme. Elle a refoulé tous ses souvenirs. Et ce n'était pas le cas qu'il s'agissait vraiment d'un trauma. Mais en effet, le psychisme des femmes, à la base, c'est ce qui est du coup la psychologie de profondeur, parce que
à la psychologie sexuelle, si vous voulez, a toujours cette base masochiste. Et pour ne pas enfreindre cet impératif moral chez de petites filles qui ont, par exemple, dans leur esprit des actes de violence, ce n'est pas un acte de violence, si vous voulez, dans un sens propre. Ce n'est pas si amoral, si vous voulez, vu cette nature masochiste. Et vous voyez, si tu le fais, si tu le fais dans ton esprit 12 pendant 13 ou à 12, à 13, à 16 ans, et puis elle trouve son mari à l'âge, par exemple, de 20 ans, un homme tout à fait normal, qui s'occupe d'elle, qui prend soin d'elle, qui fait un bisou, qui la caresse. Et elle vient me voir, elle me dit, vous voyez, c'est un mari tout à fait normal, mais quand même, je veux que, si vous voulez, qu'il fasse quelque chose de, si vous voulez, masochiste. Et c'était là la première fois où elle a eu son premier orgasme pendant cette situation avec les 3 hommes. Et elle a eu vraiment du mal à revenir à cet endroit après, où elles l'ont laissé après. Et maintenant, elle a eu 2 options. Soit modifier, changer sa vie de suite, ou refouler ces émotions-là et ce souvenir. Et ayant refoulé ce souvenir, cela a mené à ces modifications dans toute sa vie. Vous voyez combien d'énergie il faut à votre cerveau afin de refouler tout ça en dehors de votre conscience. Vous voyez, nous sommes tous là, nous travaillons, nous parlons. Et si, par exemple, Constantin a 10 personnes, si vous voulez, hooligans, là, dans cet espace, dans notre salle, et il fallait les surveiller pour qu'ils ne créent pas quelque chose, pour qu'ils ne disent pas de bêtises. Et c'est la même chose pour cette dame-là. C'est comme, si vous voulez, la barbe bleue qui a caché tous ces mauvais souvenirs dans un endroit caché. Et après, ce qui se passe à l'âge de 40 ou 50 ans, ce n'est pas l'énergie. L'énergie, elle disparaît pas en raison de leur âge, mais c'est à cause de ce refoulement. Heureusement, cette femme, après, elle a réussi à s'en sortir parce qu'il fallait de passer les séances de psychothérapie familiale et elle a pu construire de bonnes relations avec son mari. Et puis, lorsque j'ai lu la fin du 4e livre, puis en ayant lu le 5e livre, le début du 6e, j'ai admiré le 5e livre et le début du 6e. J'ai admiré vraiment le fait de description de ce refoulement des émotions et des sentiments. Je vous rappelle qu'à la fin du 4e chapitre, donc le principal magicien méchant, il est René. Et donc, tout le monde voulait raconter tout de suite ce fait pour quand même entreprendre quelque chose contre lui. Mais quand même, le roi, il reprend tous ses efforts pour ne pas divulguer cette information. Et il raconte qu'il s'embrasse tout de suite le mentor, afin qu'il raconte rien à personne. Harry, c'est pareil, mais il n'y a aucune mention sur la renaissance du méchant, de ce magicien méchant. Et même pendant les auditions, les examens, pour les faire expulser de l'école, puis les démenteurs l'attrape. Et puis, il est revenu, on l'a compris quand même. Mais non,
Et il a été autant méchant, elle disait que c'était un pur mensonge. Et tout le 5e livre, elle est consacrée au fait de refouler cette idée de renaissance du magicien méchant, parce que c'est beaucoup plus facile de vivre avec lorsque tu as refoulé et puis tu as inventé que ça n'existait pas. Et malheureusement, ça se termine vraiment de manière tragique. À la fin du 5e livre, le ministère de la magie, le ministre Fudge, il voit le magicien méchant. Et maintenant, le Underworld, il est vivant, mais il existe. Et le début du 6e livre commence par le fait que Fudge a sa réunion des ministres. Il prend quand même comme fait que le Voldemort est rené, il est de nouveau là. Et maintenant, il ne peut plus avoir sa fonction. Et puis, le prochain ministre est nommé. Si vous vous souvenez de ce moment dans le livre, tout ça est absolument lié à notre psychisme. En effet, il y a toujours des conflits dans la psychologie contemporaine parce qu'il y a des psychologues qui nous disent que le refoulement, quand même, c'est du bien. Et c'est mieux d'oublier telle ou telle chose et de ne le faire pas percer. C'est très connu, Scarlett O'Hara, emportée par le vent. Je ne vais pas y réfléchir aujourd'hui, je vais y penser demain. Moi, lorsque je fais un avis sur 10 œuvres littéraires, 10 œuvres de fiction, et moi, donc j'ai fait mon avis sur cette œuvre littéraire emportée par le vent, et en fait, j'ai bien reproché cette phrase et les admirations sur cette phrase. Et qu'est-ce qu'il a posé comme question? Pourquoi, même pendant la minute la plus difficile, vous n'avez même rien dans la poche? Vous n'avez même pas un mouchoir. Et puis, pourquoi vous reportez toujours de telle ou telle chose à demain? Pourquoi ça se passe et vous reportez votre bonheur aussi? Et c'est pour cette raison, des thérapeutes contemporains, elles considèrent qu'au début du XXe siècle, c'est ce processus de repelement, ne pas à réfléchir aux moments désagréables. En effet, le problème principal de tous nos clients aujourd'hui. Si au début du 19e siècle, au début du 20e siècle, nous ne comprenons pas beaucoup ce qui se passe avec notre psychisme, pourquoi il y a des problèmes de psychisme. Maintenant, on le comprend très bien. Au XXe siècle, on ne savait pas comment on peut résoudre ces problèmes, comment on peut aider les gens. Maintenant, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, il y a des solutions, il y a des approches, il y a des techniques magnifiques qui aident à résoudre tous les problèmes psychologiques. Et en effet, nous avons tous confronté des problèmes auxquels Harry Potter a fait face dans le 5e livre. Ils voient leurs problèmes, ils savent ce qu'il faut faire, mais ils ne font rien. Juste le reportent demain, puis à l'après-demain. Ils ne comprennent pas quelle chose affreuse ils sont en train de faire. Oui, ben c'est pas grave, je n'ai pas fait quelque chose aujourd'hui, je le ferai demain, mais ce n'est pas si grave. Mais c'est le processus de report qui est important. Et en plus, on dépense vraiment beaucoup d'énergie psychique pour ce report. Je ne veux pas beaucoup en parler, mais Madame Zygarnik, chercheuse russe bien connue, c'est elle qui a travaillé sur ce phénomène de report. C'est comme moi, si vous voulez, moi j'ai mis ce magazine-là et j'en ai pas besoin et je l'oublie, mais
si vous le reportez pour demain, c'est comme vous l'avez mis comme ça et vous dépensez toujours pendant ce moment tous vos efforts et toutes vos forces pour ceci. Et ils sont pas sans limite. C'est pour ça la lutte contre le processus de refoulement est quand même l'une des tâches prioritaires pour les psychologues contemporains, les psychothérapeutes. Lorsque j'ai lu un livre, même un livre et demi, dédié à ce phénomène important quand même, j'ai bien admiré. Et puis, je vais parler d'autres choses. Lorsque tu le lis, des choses profondes du point de vue philosophique et psychologique sur la langue accessible aux enfants, c'est vraiment génial. Je vous raconte une anecdote. Je travaillais avec ma cliente qui a eu des symptômes dépressifs vraiment très graves. Et comme on a vraiment beaucoup travaillé, on a commencé à faire des amis en famille. Et bien évidemment, elle a fait connaissance avec mon épouse Olga. Ouais. Et elle a toujours, si vous voulez, mis toujours sur un travail, sur un mari, sur une chose. Moi, je lui ai expliqué que c'est pas bien de le faire. Et lorsqu'elle a parlé avec mon épouse, elle lui a expliqué que afin que la chaise soit stable, il faut qu'elle ait 3 pieds. Et puis, elle m'a regardé et elle m'a dit, est-ce que vous auriez pu me le dire avant avec vraiment des explications simples? Parce que parfois, des gens ordinaires, ils peuvent nous dire juste en forme accessible et facile aux gens. Moi, lorsque je travaille sur mes livres, j'essaie quand même de transmettre des informations de manière accessible, afin que les gens puissent les lire facilement. Et du coup, une chercheuse anglaise, Edna Klein, je l'aime beaucoup. Elle est aussi autant géniale parce qu'elle a apporté, elle a énormément contribué à la psychologie de profondeur. Sa théorie s'appelle, c'est vraiment un titre très drôle, c'est la théorie de bon et mauvais saint. Est-ce que vous en avez entendu? Melanie Klein, dans son enfance, elle a consacré ses œuvres au développement et à l'évolution des enfants. Et il a mis en place la théorie qui réside dans le fait que d'abord, nous avons 9 mois de bonheur à l'intérieur de l'utérus. L'une des blagues que l'on retrouve beaucoup dans les livres de Jörgen Nicolin, donc 2 embryons, ils partent dans l'utérus. Est-ce qu'il existe la vie de l'autre côté de l'utérus? Ben non, tu es fou, quoi. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui est revenu de l'autre côté? En effet, c'est 9 mois de l'existence. Donc, dans l'utérus, avant l'accouchement. Et puis, on se retrouve dans la situation psychologique difficile quand le même sang, si vous voulez, est alimentant bon et mauvais parce qu'il te donne à manger, il te calme, mais en même temps, il est bien mauvais parce que parfois, il est éloigné de toi, et ce n'est pas à chaque fois lorsque tu cries. Elle est tout de suite là. Donc, l'enfant comprend tout de suite sa tâche principale pendant les premiers mois de sa vie. Il fait la convergence entre le monde qui est en même temps bon et mauvais. Et le monde est vraiment, si vous voulez, bipolaire. Il est comme ça. Et la plupart des gens, ils n'achèvent pas ce processus jusqu'à la fin. Parce que la plupart des adultes, ils considèrent qu'il y a des femmes, si vous voulez, prostituées, il y a des femmes saintes, il y a des hommes qui sont mauvais, il y a
des hommes romantiques. Il y a le Dieu qui est bon et il y a le diable qui est méchant. Il y a un gouvernement qui est bon, ou le président qui est bon, le gouvernement qui est méchant. Et donc là, c'est toujours la distorsion entre le bien et le mal, qui veut dire que la personne, il n'a pas saisi complètement que Joanne Rowling a réussi quand même à révéler dans ses œuvres. C'est pour ça que j'ai admiré ces 4 personnages dans son livre qui jouent le rôle principal dans la formation, dans l'évolution d'Harry Potter en tant qu'enfant. Harry Potter, père, James, c'est Dumbledore. Severus Rogue, Dumbledore, donc le père, et Sirius Black, oui, bien sûr. Voilà, les 4. Donc, 2. Alors, d'une, ils sont complètement positifs. Le professeur Dumbledore et son père, vraiment idéalisés. Et 2 personnages, si vous vous souvenez, sont absolument négatifs. Sirius Black et Severus Rogue. Severus, au début, on a l'impression que sa tâche principale, c'est de tormenter, emmerder de manière la plus sadique Harry Potter. Et alors, qu'est-ce qui se passe tout au long des livres? Ce que les enfants, puis les adolescents voient, qu'ils lisent. Ils voient qu'au fur et à mesure, il s'avère que ni Dumbledore, en fait, ni le père ne sont idéaux. Dumbledore, dans sa jeunesse, il avait tout un tas de problèmes, en fait. Il voulait conquérir le monde ensemble avec Grindelwald par des moyens des fois un peu légitimes. Et qui sait, peut-être, après le conflit avec Grindelwald, peut-être que la sœur aimée de Dumbledore l'a quitté. Il s'avère que Dumbledore, il a caché plusieurs choses de Harry Potter pour une simple raison, parce qu'il pensait que Harry Potter était tout aussi faible et il ne pouvait pas gérer toute cette pression. Il ne pourrait pas s'acquitter de cette tâche. Après, il lui a fait bien sûr des excuses. Puis le père, dont Harry Potter était tellement fier, il s'avère que, pareil, quand il était jeune, il se permettait encore une fois, de torturer le pauvre Severus en le mettant les pieds en l'air et en laissant voir son linge sale. Et donc Harry Potter, puis il pose la question à Sirius, mais alors comment, pourquoi avez-vous fait ça ou ça? Et Sirius dit, bon, on était jeunes. Harry dit, bah, nous aussi, on est jeunes. Et le contraire est vrai aussi. Severus Rogue et Sirius Blake, progressivement, petit à petit, ils changent. Au début, Harry veut tuer l'un et l'autre, mais puis il commence à comprendre que ces personnages présumés négatifs, ils ne sont pas ceux qu'ils nous semblaient au début du roman et à la fin, à la dernière partie, quand il parle à son fils qui a peur, qui ne veut pas entrer l'école dans l'école de Serpentard. Alors Harry Potter lui dit tu portes le nom de Albus Severus parce que c'était les 2 personnes les plus courageuses que j'ai connues de ma vie, Albus Dumbledore et Severus Rogue. Et puis, un autre épisode. Vous savez, très souvent, je passe beaucoup de temps à expliquer mes clients l'un des instruments psycho-hygiéniques qui existent dans la psychothérapie. Je peux le partager avec vous pour que vous pouvez vous en servir. Alors, c'est un instrument psycho-hygiénique vraiment magique, pas besoin de payer au psychologue. Vous pouvez l'utiliser tout le temps pour améliorer les qualités de votre fonctionnement mental et finalement la qualité de votre vie. Ce mécanisme s'appelle la projection. La projection, c'est un mécanisme de protection du psychisme, un mécanisme qui est mauvais en fait. On a déjà parlé du refoulement et il y a un autre mécanisme de protection, projection. Alors, tous les problèmes
la personne essaye de les mettre sur quelqu'un d'autre. Alors, vous savez, on voit toujours les problèmes, les traits négatifs des autres sans se rendre compte qu'on a les mêmes, ou c'est encore pire. Alors, la formule de la projection, je vais vous la donner pour que vous compreniez. Tout ce que vous n'aimez pas dans les autres, tout ce qui vous irrite, tout ce qui vous embête, alors malheureusement, ça existe en vous en qualité encore plus grande, en quantité encore plus grande que chez les autres. Mais vous ne le voyez pas parce que si vous le voyez, vous ne serez pas embêté. Par exemple, vous voyez que quelqu'un n'est pas très généreux. Et ça vous embête parce que, en fait, vous êtes encore moins généreux. Et s'il y a une qualité que vous, votre qualité que vous ne voulez pas voir, vous commencez de manière compensatoire de voir la même qualité, de la voir très très bien dans les autres. Pourquoi je le dis? Donc au début, Harry Potter est vraiment indigné par ce comportement de son père. Alors comment aurait-il pu faire des choses pareilles à Severus? Alors, à ce moment-là, je me pose toujours la question. Alors, Harry, a-t-il eu toujours un comportement moral exemplaire? Je peux vous donner une dizaine d'exemples qui témoignent du contraire. Alors, si on prend le premier livre, lorsque Hagrid annonce à Harry qu'il était sorcier. Et Dudley est en train de manger le gâteau et Hagrid lui fait un petit queue de cochon. Et puis, je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième livre, mais les parents de Dudley vont à Londres dans un centre chirurgical pour donc lui couper ses petites queues. Alors, combien de temps Hagrid aurait-il eu besoin pour, avec des moyens magiques, enlever cette petite queue? Je dirais une seconde. Mais voilà, Harry, il était bien d'accord pour que Dudley passe tout l'été avec cette petite queue. Si vous trouvez en vous-même quelque chose que vous cachez de vous-même, ça va faire trois effets très positifs. Vous aurez une perception beaucoup plus adéquate de vous-même. Vous aurez une perception beaucoup plus adéquate des autres. Et troisièmement, vous n'allez plus gaspiller vos forces psychologiques pour refouler, pour cacher des choses désagréables pour vous-même, parce que c'est difficile. Je me souviens de la probablement dernière chose où j'ai pu me débrouiller moi-même. Quand tu travailles avec le client, tu lui donnes des conseils, tu essaies de lui donner des exemples, que faire dans une telle ou telle situation, il t'écoute. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste le contraire. Et la première, la deuxième fois, troisième, et tu le regardes toujours, ce client. Bon, en fait, tout récemment, je le regardais en pensant, bah, c'est un idiot, c'est un connard. Mais en suivant les lois de la psychologie, si je suis irritée par quelque chose dans un autre, alors ça veut dire quoi? Que je suis un idiot encore plus grand que le client qui est en face de moi. Alors mon cerveau, elle me disait quoi? Il me disait, ben non, 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 ça ne peut pas être la vérité, ça c'est une exception. Mais toi, tu connais les lois de la psychologie, tu ne sais pas qu'il n'y a pas d'exception là. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu es un peu coincé contre le mur, en fait, et tu es obligé de réfléchir. Donc, tu es amené à comprendre que oui, c'est bien la vérité, tu es vraiment un idiot, un connard. Pourquoi? Parce que ça fait 25 ans que tu travailles comme psychothérapeute et c'est vraiment une énième exemple similaire dans ta pratique. Oui, c'est un fait. Mais par contre, ton patient, il fait face à une telle situation pour la première fois de sa vie. Alors, comment peut-il, dès la première fois, piger quelque chose qui est évident pour toi? Vous avez quand même des expériences bien différentes. Alors non, il n'y a pas moyen. Donc, il faut effectivement être un idiot complet pour attendre de l'autre personne
Je pense que vous parlez tous un peu le français ou des autres langues. Alors, combien de fois avez-vous fait des fautes de langage? Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a pu commencer à parler le français parfait tout de suite. Non, je pense pas. Moi, par exemple, j'ai mis beaucoup de temps pour retenir le genre du mot baguette. Si un jour vous donnez conseil à comment apprendre la langue française, je peux vous partager un petit conseil psychologique pour retenir le genre des mots français. Donc, Freud, encore, dans la psychanalyse, elle a tout sexualisé. Libido, étape du développement du libido. Alors, j'ai commencé à imaginer tous les mots français, soit les féminiser, soit les rendre plus masculins. Bon, baguette, je vais pas vous dire quelle image j'ai eue, mais après, oui, j'ai bien retenu pour toute ma vie, je pense, le genre du mot, comme les autres mots aussi. Alors voilà, une petite astuce. Donc, le refoulement, la projection, ce sont des mécanismes bien intéressants qui permettent, sans psychologue et psychothérapeute, d'en fait améliorer notre vie. Et dans ces 7 romans, euh, c'est aussi décrit de manière très, très intéressante. Pourquoi Harry Potter est devenu quelqu'un de bien? C'est un véritable énigme psychologique parce qu'il a grandi dans cette famille désastreuse de Dursley. Alors, comment est-il arrivé encore dans le premier livre, le professeur McGonagall il demande, mais pourquoi tu as choisi cette famille? Mais ce sont des Moldus, les pires qui existent. Et alors Dumbledore dit, non, si on change de famille, si on le met dans la famille des sorciers qui vont l'adorer, euh, on, on va en fait, ça va tellement nuire à sa vie. Non, il doit rester là où il est. Et c'est quelque chose qui est très, très sage. Oui, nous savons que dans les familles où les enfants sont gâtés, où ils sont vénérés, adorés du matin au soir, vous savez, l'amour parental, c'est comme la radiation. En petite dose, elle stimule, en grande dose, elle crée des monstres. Et des fois, dans les familles où on ne paye pas trop d'attention aux enfants, finalement, il en sortent des gens magnifiques qui aident tout le monde, qui ont un grand cœur, avec qui on peut parler, communiquer. Il en souffre même de cette volonté d'aider tous ceux qui sont autour. Mais on ne comprend pas d'où ça vient. Parce que ce qui se passe dans les livres Harry Potter, en fait, ça fait écho à plusieurs mythes où bon, le personnage, il est né, disons, dans une famille royale, mais après, il se trouve dans des conditions beaucoup plus drastiques. Il est volé dans un panier, il traverse le Nil, puis il y a une famille pauvre qui le retrouve, et puis il devient un grand homme célèbre. Alors, Harry Potter, il copie en quelque sorte ce parcours, et c'est un sujet qui n'est pas du tout étudié par la psychologie. C'est un phénomène extraordinaire. Dans son jeune âge, l'enfant a été élevé dans des très bonnes conditions. Donc, Harry Potter, il a perdu sa famille 1 an et demi. Et donc, après, il perd ses bonnes conditions, cet environnement, et il se retrouve dans un environnement très difficile. Là, c'est que les observations cliniques, mais il n'y a pas vraiment d'études là-dessus. Mais moi-même et d'autres chercheurs ont l'impression qu'en fait, ce sont des conditions parfaites pour former une personnalité adaptative, donc capable de s'adapter à n'importe quel environnement. J'ai vu plusieurs clients tout au long de mon parcours professionnel et donc j'ai vu des cas similaires. Effectivement, ce sont des gens les plus obstinés, les plus intelligents, les plus débrouillards.
capable de surmonter ces conditions difficiles. Donc, à chaque fois, il essaye de compenser en quelque sorte pour cette enfance perdue et le reproduire dans leur vie d'adulte. Ce sont en fait les gens magnifiques, les plus magnifiques que j'ai vus. Mais encore une fois, je n'ai pas vu d'études sur ce sujet qui seraient très, très utiles. Et Joanne Rowling, en fait, le montre dans son livre, comme des écrivains, des poètes, qu'avec cette éducation qui a été choisie artificiellement par Dumbledore, des choses vraiment extraordinaires peuvent se passer. Il nous reste combien de temps? Je ne sais pas, je n'ai pas dépassé le limite du temps. Je peux, parce que vous savez, je peux aller comme ça des heures et des heures. Là, je n'ai raconté qu'une cinquantième de ce que je pourrais. Peut-être vous allez me poser des questions et comme ça, on va voir ce qui vous intéresse particulièrement et moi, je vais essayer de répondre à vos questions. Bon, sur Zoom, les gens sont modestes. Peut-être on va attendre un petit peu, mais s'il y a des questions dans la salle, je peux vous passer le micro. Moi, je vais commencer moi-même. Donc, ma question, est-ce qu'il y a d'autres livres ou ouvrages thérapeutiques, d'autres livres, d'autres œuvres littéraires ou de fiction, par exemple Alice dans le Pays de Merveilles ou le personnage russe Незнайка. Si je parle d'Alice dans le Pays de Merveilles, je crois que de point de vue thérapeutique, tout d'abord, elle est complexe. Puis, à mon avis, c'est difficile à traduire dans d'autres langues. La traduction de Harry Potter, moi, je finis le 5e livre en français. C'est la traduction brillante. La traduction française est vraiment brillante. Pour l'instant, on n'a pas du tout de traduction russe de ce livre. Les deux traductions que vous avez vues, je crois, n'ont aucun rapport à Harry Potter, ce qui est écrit. Juste, il y a une seule chose qui n'est pas conforme à l'original. C'est lorsque Hermione explique à Harry et Ron qu'est-ce que Sandro, après le fait qu'elle s'est embrassée avec Harry, pourquoi elle a pleuré. Et Hermione explique à ces deux connards pourquoi ce qui s'est passé en effet dans l'esprit, dans le cerveau de John. Et les enfants lisent ça et ils comprennent bien que le comportement de Paul, il est bien motivé. Ils peut-être ne comprendront pas cette notion-là, ce phénomène, mais quand même, ils le verront. Et Hermione, elle répond que d'un diapason émotionnel comme une petite cuillère, une cuillère de tasse. Et en effet, en français, c'est une cuillère à café. Et là, en russe, je crois que c'est comme une cure-dent. Moi, j'ai beaucoup réfléchi et je suis arrivée à la conclusion que c'est une bonne traduction en français parce que vous connaissez l'attitude des Français avec le thé. À l'inverse des Britanniques, si pour les Britanniques, le thé, c'est, si vous voulez, la boisson principale. Pour les Français, c'est bien évidemment le café. Donc, pour eux, pour les Angleterres, le thé, c'est le café français, si vous voulez. Lorsque j'essaie de demander mon thé ici en France, ils ne me comprennent pas très bien, mais plutôt parce qu'ils n'utilisent pas trop ce mot-là. Il n'est pas trop en pratique, si vous voulez. Puis Alice dans le Pays de Merveilles, oui, Zakoder, il l'a traduit en russe. Ils l'ont... Puis les traducteurs qui ont dit que c'est la traduction de Alice dans le Merveille. Et puis ils ont remporté entre guillemets le prix la chaussure d'or.
Et au début du XXe siècle, donc tous les contes de fées ou les livres qui ont été écrits à cette époque-là, maintenant, elles sont moins accessibles aux enfants de notre génération. Donc, en ce qui concerne le personnage russe Neznayka sur la Lune, ou Neznayka dans la ville ensoleillée, mais quand même, je suis vraiment reconnaissante à ce livre-là. Parce que tout d'abord, elle est sortie avec des dessins en noir et blanc et j'ai pu toujours les colorer et avec des crayons de couleur. Et dans mon enfance, quand même, on n'avait pas beaucoup de livres, c'était en déficit. Et puis, lorsque tu as la chance de colorer avec des crayons de couleur, un petit Carlson ou d'autres personnages russes, parmi tous les personnages que je colorais, j'ai quand même distingué pour moi un Neznayka sur la Lune. Et pendant mes études à l'université, on a eu quelques spécialités, quelques matières bien importantes. Je crois, bon, parmi eux, c'était l'économie politique du capitalisme et l'économie politique du communisme. Oui, à mon avis, c'est vraiment important pour le médecin. Mais moi, je l'ai déjà lu, si vous voulez, dans mon enfance, dans ce livre-là. Et sur ces livres pour les enfants, on comprend bien la construction de notre société. J'ai encore une question. Moi, je me permets de vous poser encore une question. Donc, le personnage principal d'Harry Potter, donc c'est plutôt la littérature qui a mis quand même ce personnage dans, si vous voulez, en tant qu'un bouc émissaire, si vous voulez. Est-ce qu'un autre personnage du livre aurait pu devenir Harry Potter? Pendant toute ma vie, en travaillant avec un grand nombre de clients, lorsque je lis, j'écoute, quand même, je capte telle ou telle phrase qui, comme un fil, réunit toutes ces pensées. En fait, uniquement, ce sont des enfants à qui on manqué quelque chose. C'est eux qui essayent d'atteindre vraiment tel ou tel objectif dans leur vie. À mon avis, c'est la psychologie. Ou lorsque les parents des petits de l'enfance de leurs petits et ils commencent à me raconter, vous voyez, cher docteur, moi dans mon enfance, j'avais rien. C'est pour ça, moi j'ai fait mes études, puis j'ai travaillé pour atteindre vraiment des sommets, si vous voulez. Moi, ce que j'ai voulu pour mes enfants, qu'ils connaissent ni faim, ni froid, ni problème. Mais pourquoi maintenant il y a quelque chose qui n'allait pas bien avec mes enfants? La réponse, je crois que c'est la vie, ce n'est pas la littérature. En tant que je sache, les clients qui peuvent se permettre de donner une bonne éducation à leurs enfants, la vie digne dans des conditions dignes à n'importe quel coin du monde, je crois qu'ils essaient de le faire de manière, si vous voulez, très douée, afin que les enfants ne devinent jamais ce qui s'est passé. Moi, je suis reconnaissant à mon père. Il est toujours vivant. Il aura bientôt ses 90 ans. Et je suis tellement reconnaissant pour mon éducation. Sur le poste de vice-directeur du comité exécutif d'une région, comment pensez-vous? Quelles étaient mes chances de passer mes examens à l'Académie de médecine? Et en plus, un petit détail, il était un très bon ami avec le recteur, le président de cette Académie de médecine. Comment pensez-vous? Pourquoi
je vous en raconte. Moi, je connaissais aucun de ces deux faits. Moi, en tremblant, j'ai travaillé sur mes livres pour me préparer aux examens. Je n'ai eu même une petite pensée que quelqu'un peut en effet m'aider. Là, en effet, je l'ai compris, cette aide, cette possibilité d'aide à l'âge de 35 ans. Et moi, au début, j'ai été insultée. Je me suis sentie insultée. Et puis, j'ai compris à quel point c'était génial. Maintenant, notre rubrique chat dans le Zoom est de nouveau ranimée. Avant que je pose d'autres questions, nous avons beaucoup de personnes dans la conférence Zoom. La tendance, donc pour notre public, c'est plutôt entre 50% des Français, 50% de nos compatriotes. Je vois beaucoup de personnes que je connais très bien, des régions différentes. Je vois des traducteurs littéraires professionnels. Je vois des directeurs des écoles de formation spécialisées avec l'apprentissage russe en France. Et je suis persuadée que notre conférence est accessible aujourd'hui en tant qu'aux amateurs de la littérature et connaisseurs de la littérature et à ceux qui travaillent avec les enfants. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas Ambridge. Je connais personne qui ne serait pas ravi lorsqu'elle a été emporté par les centaures. Est-ce qu'en effet, c'est de la projection? Et qu'est-ce qu'il faut chercher en soi? En effet, il y a un très bon trait de caractère. Si on regarde sur Ambridge, en tant qu'assistante de Fudge, si on était à la place de Fudge, on aurait pu rêver cette assistante qui est soumise à tout son ordre, qui fait tout ce qu'il demande, qui peut atteindre l'objectif par n'importe quel moyen, par les intrigues, par les calculs. Mais si on regarde de l'autre côté, de la même manière, elles ont été indignées, si vous voulez, de comportement de Harry Potter. Pourquoi tu es quand même autant vivant si tu le fais tout ça? Si vous cherchez à l'intérieur de vous à Ambridge, c'est sûr que vous le retrouvez. Lorsque vous la retrouvez, vous arrêterez de la détester. Lorsque on me pose la question si vous avez des personnages préférés ou en effet, j'ai un personnage préféré, mais ce n'est pas Ambridge. Du coup, et là, vraiment, c'est un trait de caractère important. En effet, si vous pouvez regarder de l'autre côté, vous quand même, vous aurez pu bien l'apprécier. Oui, j'ai encore une question. Il y a encore une question, puis je la poserai. Une petite minute de pub. Je sais que vous avez fondé le centre médical. Est-ce que vous pourrez en parler un peu plus? Qu'est-ce qu'il fait ce centre? Donc, c'est vraiment un grand centre, mais pour la ville de Perm, ce centre psychothérapeutique, tous mes employés sont, si vous voulez, mes camarades de groupe lorsque je fais mes études à Moscou, Saint-Pétersbourg. Le centre qui a été fondé il y a 10 ans maintenant, on réoriente plutôt notre activité pour le format en ligne. Et maintenant, ce sera l'Académie de psychologie et psychothérapie contemporaine. On essaie quand même de cumuler toutes les approches, tous les livres, tous les brevets, toutes les méthodes de diagnostic. Et récemment, j'ai calculé le nombre d'articles que j'ai rédigés. Il y avait plus de 2000. Et en effet, pour les regrouper,
je veux bien mettre en place, élaborer mon propre algorithme afin que la personne qui cherche l'aide sur ce site-là, il pourra quand même l'appliquer sans chercher l'aide des médecins spécialisés. En effet, le Covid m'a beaucoup empêché. Et le Covid, ce qu'il fait, ce qu'il voulait, c'est faire l'algorithme de mes connaissances, de le mettre dans l'ordinateur, afin que les gens communiquent avec le réseau d'intelligence artificielle. Et moi, en même temps, je peux cumuler toutes mes connaissances là-bas et j'ai compris que d'ici quelques ans, j'aurais pu quand même demander l'aide à moi-même vu donc cette intelligence artificielle. En ligne, oui, bien évidemment. On travaille en ligne. Ce n'est pas les chirurgies. Donc, vous ne coupez pas, vous n'enlevez pas les petites queues. Oui, tout à fait. On peut quand même faire tout ça en ligne, appliquer toutes nos approches en ligne. Oui, l'illusion de communication vivante, quand même, elle disparaît. À mon avis, l'aide psychologique en ligne est en quelque sorte plus efficace que l'aide en présentiel parce que la personne, ton client, elle se sent, si vous voulez, plus à l'aise et plus protégée. Donc, ça lui félicite le processus de communication. Et de conférences? À part des consultations, nous avons des conférences en ligne, nous avons des cours en ligne. Si quelqu'un souhaite découvrir mon activité, aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, pas pour demain. Aujourd'hui, c'est Instagram. Vous trouverez par mon nom de famille, Yurevagin. Donc, je fais des publications tous les jours. Aujourd'hui, j'ai aussi publié telle chose. Je crois que demain, vous pourrez retrouver l'information sur notre conférence d'aujourd'hui, la conférence en deux langues. Nous essayons quand même de soutenir votre programme et votre chaîne. Donc, on revient au sujet. Là, je crois que la question que je poserai est de parler peut-être de la Maison russe des sciences et de la culture. Bonjour, quel est à votre avis le rôle psychologique du personnage Draco Malfoy, à part le fait que ni malheur ni qu'il ne représente ni malheur ni le bien, comme vous l'avez dit, et pourquoi elle était toujours l'ennemi de cette trinité d'un point de vue psychologique. En effet, c'est le sujet psychologique. C'est le sujet de personnalité, de l'individu, du fait comment on fait l'appréciation de soi-même. Le psychologue américain James, il a écrit que l'individu de la personne, sa personnalité, fait plus que l'accumulation de toutes les connaissances que nous avons dans notre tête, dans notre esprit. C'est tout, c'est ton vêtement, l'argent, la maison, ton environnement. La personnalité est étroitement liée à tous les autres éléments. C'est la nationalité, la culture, l'éducation. Draco Malfoy et toute la famille de Malfoy est un exemple spectaculaire du fait comment les gens essayent d'augmenter l'importance de leur personnalité grâce à leur appartenance de telle ou telle classe, par exemple la strata des riches. Et Harry Potter, dans cette situation, qui n'apprécie ni l'argent, ni argent, ni pouvoir, Malfoy lui a proposé de suite l'amitié et l'aide pour comprendre qui est autour Harry Potter, qui est digne d'être de son côté.
Mais Harry Potter, il répond qu'en fonction de son mode de vie et ses, ses visions, il comprendra lui-même ce qu'il faut. Et là, on voit, si vous voulez, la différence et même la lutte de personnalité, notre personnalité à l'intérieur, notre apparence, si vous voulez. Et Draco Malfoy, pendant sous ces livres-là, il devient l'humain, si vous voulez, l'être humain. Et là, dans l'un des livres, bien sûr, elle a reconnu Harry Potter pendant ses identifications, mais il ne l'a pas dit. Mais il ne l'a pas dit. Oui, l'ordi, il le salue. Ils sont quand même devenus de nouveau des amis. Mais Draco Malfoy, pourquoi je vais en parler? Parce que, si vous voulez, c'est une pub de l'autre personne. Eleazar Yudkowsky, le spécialiste sur l'intelligence artificielle qui est chargé de Skynet, vous vous souvenez, il faisait tout pour qu'elle ne fait pas de rebelle. Mais ce qu'il n'a pas aimé, c'est que dans le livre, il croyait que Harry Potter était un peu bête, stupide, et il a réécrit tout le livre avec tous les personnages en partant de l'idée que Harry Potter est un vrai génie. Elle est née dans la famille de professeurs et John Rowling, bien évidemment, elle connaît très bien ce livre et il le demande, je te prie de ne pas le vendre et ne gagne pas avec, s'il te plaît. Et parfois, mes clients me posent la question. Ils me posent la question, qu'est-ce qu'il faut lire pour, si vous voulez, faire l'entraînement de cerveau? C'est Joyce, Ulysse, de James Joyce. Si vous ne devenez pas fou vers la fin de la livre, quand même, vous deviendrez plutôt intelligent. Et Harry Potter, les méthodes de pensée rationnelle de Yudkowsky. Lorsque Harry Potter fait connaissance à Draco, c'est l'un des épisodes du livre, et Draco lui parle des moments assez, si vous voulez, intimes, ses relations avec son père, lors de leur première rencontre. Et pourquoi tu le partageais avec moi? On se voit pour la première fois et tu me parles d'une chose vraiment très personnelle. Et il lui répond, tu vois, Harry, comment on peut trouver des amis? Harry, je t'assure qu'il est le seul moyen de faire des amis avec une autre personne, c'est de montrer son côté faible. Mais il peut te frapper là. Mais oui, en effet, il peut me frapper, mais il n'y a pas d'autre option. Et lorsque tu montres tes faiblesses dans telle ou telle situation, et puis tu attends si on te frappe, si on ne te frappe pas, cela veut dire qu'elle est amie. Je crois que c'est génial. Mais ce n'est pas le livre ou sur John Rowling, c'est le livre de Yudkowsky. On l'appelle fanfic en russe. C'est quelque chose qui est écrit sur l'adaptation de notre livre. Si vous voulez faire l'entraînement de votre cerveau, si vous voulez, c'est la meilleure approche. Alors, Ekaterina, Marina, malheureusement, non, on ne fait pas comme ça. Plutôt, écrivez s'il vous plaît vos questions. Si vous voulez quand même poser votre question, oui, je vais donc lire vos questions, s'il vous plaît, sur le chat. Et pour l'instant, une autre question, encore venant de Paris, de quelqu'un qui est linguiste et peut-être aussi traducteur. Alors,
Ne pensez-vous pas que les difficultés de traduction Harry Potter dans la langue russe s'expliquent par la différence de mentalité entre l'auteur et le traducteur et aussi les différences de structure entre l'anglais et le russe? Non, je ne suis pas d'accord du tout parce que en fait, j'ai étudié séparément l'histoire de la traduction, des traductions de Harry Potter en langue russe. Et donc, je sais que bon, dans un cas, le traducteur avait peu de temps, dans l'autre, il a fait des erreurs, des fautes. Et donc, finalement, le premier, c'était un journaliste sportif qui connaissait la langue anglaise, bon, au niveau du journalisme, mais elle n'avait aucune expérience littéraire. Puis, c'était une professeure de 70 ans, expert de Shakespeare. Euh, mais bon, vous savez, elle était plutôt dans les questions to be or not to be. Donc, elle a délégué ce travail à ses étudiants, à plusieurs. Et vous savez, il y a donc même les noms varient. Dolgopops ou Longbottom. Donc, on trouve des noms des mêmes personnages qui varient. La traduction de Masha Spivak, traduction tragique. Alors, elle a re-raconté ce livre pour ses amis, pour ses enfants. Elle a beaucoup d'acquis de côté positif, vraiment. Mais quand l'édition Macron, elle a demandé de le faire de manière professionnelle, en tant que traductrice professionnelle, malheureusement, il y a eu beaucoup de fautes que le rédacteur, pour une raison quelconque, n'a pas corrigées. Quand tu as déjà vu les films, on ne peut pas vraiment voir des choses comme Dumbledore. Ben, non, même si tu ne sais pas comment la lettre U se prononce dans les mots anglais, bon, regarde le film, hein, que Dumbledore reste quand même Dumbledore et pas Dumbledore. Bon, il y a autre chose, il y a Zladius Slay. Alors, les fans de Severus Rogue, Severus Snape, je pense qu'ils ont tombé de leur chaise quand ils ont vu ça. Donc, bon, le destin de cette traduction a été tragique et il y a eu des critiques justifiées. Après la publication de ce livre, je pense que ça aurait pu contribuer à sa mort tragique et prématurée, peut-être aussi à cause de ce stress continu, malheureusement. Bon, c'est une histoire qui est vraiment tragique. Alors, quelles pourraient être les difficultés de la traduction quand dans la traduction de Rossmann, il y a des extraits qui manquent, il y a des rajouts de la part des traducteurs parce que voilà, ils pensent que ce n'est pas tout à fait clair, il faut expliquer. Et surtout le ton de la narration, c'est un peu comme pour les petits enfants. Quand tu lis la langue anglaise, c'est une bonne langue anglaise. Oui, ce n'est pas compliqué comme du Shakespeare, mais c'est un anglais qui est beau, qui est varié, avec beaucoup d'intonation. Quand tu lis la version russe, ça fait penser, vous savez, comme dans un camp d'été, il y avait des gamins qui résumaient Jules Verne ou d'autres œuvres classiques. Bon, mais c'est un résumé. Euh, et là, on voit aussi une sorte de résumé. Et Maria Spivak, en fait, elle le disait elle-même. Elle disait, moi-même, j'étais intéressée par l'œuvre de Joanne Rowling. Donc, pour moi, c'était intéressant de le réinterpréter pour le raconter à mes amis, à mes enfants. Alors, pourquoi pas? Mais la traduction, ce n'est pas la même chose. J'adore les histoires des traducteurs russes. Bon, compte tenu de l'histoire soviétique et russe, vous savez que beaucoup d'auteurs, de traducteurs de talent, ceux qui n'étaient pas très sollicités comme auteurs, alors ils se sont adonnés à la traduction. Donc, oui, c'est quelque chose de particulier. Il y avait des gens vraiment de grand talent. Le film russe, Podstrotchnik, c'est peut-être parmi les meilleurs que j'ai vus au cours des dernières années sur une traductrice. Alors, vu cette école qui existait, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Mais comme vous savez, Stephen Fry, acteur et écrivain,
britannique qu'on lui a proposé de lire donc les livres de Joanne Rowling pour les audiobooks. En fait, il a eu une réaction peu sérieuse. Elle a dit bon, que c'était encore une fois des futilités en vexant Joanne Rowling. Après, elle a bien compris, elle a bien compris que c'était très sérieux. Mais Joanne Rowling, elle a eu quand même son moment de vengeance. Une fois, il a appelé à Joanne. Il a dit qu'il avait des difficultés à prononcer une phrase. Harry Potter a mis quelque chose dans sa poche. Donc, Harry Potter put something in his pocket. Donc, il lui a demandé de changer ce mot pour un autre. Alors, Joanne Rowling a dit non. Et elle a rajouté après ce mot dans chaque livre qui ont suivi. Bon, vous savez, un bon sens d'humour à l'anglaise, à la britannique. Oui, j'espère voir encore une bonne traduction d'Harry Potter en russe. C'est tout à fait possible. Et en Russie, il y a de très bons traducteurs. C'est juste que aujourd'hui, on comprend que c'est un livre plein de sagesse, vraiment, surtout pour ceux qui parlent anglais. Pour ceux qui parlent français, je vous conseillerais donc de le lire plutôt en français. Encore une fois, à part la richesse d'intonation, la traduction française est très, très proche de la version anglaise. C'est vraiment une très bonne qualité. Alors, la salle, y a-t-il des questions? Merci beaucoup. Je pense que on a eu une très belle soirée, des échanges très intéressants. Moi, en tant que modérateur, j'ai qu'une envie de la terminer. Et puis, vous nous avez intrigués. Vous avez dit que vous n'avez révélé qu'une cinquantième de ce que vous avez dans la tête. Alors, je conseillerais à ceux qui ont été avec nous ce soir de lire votre livre. Et puis, j'espère que nous aurons d'autres occasions pour nous revoir, pour partager nos impressions. Aujourd'hui, oui, le sujet aurait pu paraître léger. Le sujet, le livre, peut-être vous avez pensé que ça allait être sur les enfants ou autre chose, mais finalement, vous voyez que la discussion a été assez sérieuse, scientifique, et j'ai le plaisir, en fait, de le souligner parce que cette année a été annoncée par l'UNESCO comme l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement. Et donc, cette année, nous allons mettre un accent particulier sur ces priorités. Nous allons essayer donc de mettre plus d'événements scientifiques sur notre agenda, des rencontres avec les scientifiques. Donc, vous êtes un très bon précurseur dans tel agenda. Donc, votre style à la fois léger et profond, je pense que c'est vraiment réussi. Alors, merci beaucoup de la part de tous les spectateurs. Nous nous disons au revoir, mais j'espère que nous allons nous revoir très bientôt. Moi, en tant que, pas seulement modérateur, mais aussi directeur de ce centre, je vais de ma part faire tout mon possible pour que vous reveniez chez nous, pour peut-être parler sur d'autres sujets qui vous intéressent et qui donc feront écho à notre public. Et ça serait aussi un véritable cadeau pour vos lecteurs, en France comme en Russie. Merci beaucoup pour ces paroles très gentilles et merci pour votre accueil. Merci pour la possibilité donc de partager mes idées. Merci beaucoup à notre public. Donc, je vais maintenant porter ce rêve dans mon cœur que nous traduirons ce livre en français. Nous l'avons déjà traduit en anglais. Dès qu'on arrive à le traduire en français, je serai vraiment heureux. Et moi, j'espère que lors de la rencontre prochaine, le nombre de spectateurs dans la salle sera le même que sur Zoom, peut-être même plus. J'aurais vraiment que vous soyez plus reconnus et qu'on ait ces échanges. Merci beaucoup. Merci et à la prochaine.